Hop là, allez, il est 17h03. Je vous propose que nous démarrions donc cette dernière session de la 7e édition du Green IT Day autour de l'intelligence artificielle avec comme sujet justement l'intelligence artificielle est-elle compatible avec le numérique responsable et durable? Donc, cette question sera traitée par le biais de nos trois intervenants que sont Amélie Cordier, donc, qui est experte en intelligence artificielle, excusez-moi, fin de journée, je bafouille un petit peu, qui sera complétée donc, par les propos de Guillaume Bourgeois, doctorant en Green IT à La Rochelle, et accompagné également par des retours terrain, des retours d'expérience et des retours d'entreprise par Emmanuel Durit, donc le directeur général d'Open Studio. Nous ne sommes pas présentés encore avec Cassandra et je t'invite à le faire si tu le souhaites, Cassandra. Maintenant, du coup, Vas-y, j'imagine. vu qu'on est Bonjour à tous et à sur la tous. slide. Bonjour à tous. Donc, Cassandra Bigot, je suis doctorante également à La Rochelle et je suis chef de projet numérique responsable au sein du SPN, donc les homologues de Digital 113 côté niveau Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Merci beaucoup. Et pour ma part, donc, je suis Mickaël No, je suis délégué territorial pour le cluster Digital League, donc les homologues aussi de Digital 113 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et également, je m'occupe de tout le déploiement du volet numérique responsable pour notre cluster. Voilà. Et donc, c'est une première cette année sur Green IT Day de faire une action en commun donc avec des clusters homologues. Donc, je remercie une nouvelle fois Anne et toute l'équipe de Digital 113 de nous avoir permis de réaliser cet atelier en partenariat avec eux sur ce beau sujet également. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose tout simplement maintenant de laisser la parole à Emmanuel Nurit ou à Amélie, je ne me rappelle plus qui devait présenter. C'est Je bien crois que moi. c'était Emmanuel. C'est bien toi, excuse-moi. Petit cafouillage au démarrage. Donc, Pas de je t'en souci. prie. Merci, merci Mickaël. Alors, bonsoir à tout le monde. En introduction, je vais rapidement faire une petite introduction. Ce soir, on va parler, comme vous l'avez compris, d'intelligence artificielle, donc de technologie digitale et d'environnement. Et alors, pour faire une introduction, on a trouvé une petite parabole intéressante en regardant la transition énergétique il y a un siècle de ça. Et donc, en 1900, on voit des articles dans le New York Times qui parlent de la transition énergétique et de la pollution que l'énergie de cette époque-là produit. Et donc, effectivement, il s'agit du crottin de cheval. Donc là, c'est assez drôle, hein, le Times Magazine parle de la crise du crottin. Et donc, il faut comprendre qu'à cette époque, 100 000 chevaux dans New York, ça produit 1000 tonnes d'excréments par jour à nettoyer. On comprend les désagréments que ça pouvait causer, les odeurs, les problèmes sanitaires. Je crois avoir lu que la durée de vie d'un cheval à cette époque-là, c'était 2 ans. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une quarantaine d'années. Donc, ils étaient confrontés à ce problème. Il y avait même il y a eu un gros événement mondial pour parler du sujet. Et il y a eu une rupture technologique qu'on peut analyser aujourd'hui, amenée par Ford et Renault, qui avaient les premières automobiles thermiques. Et en industrialisant cette nouvelle technologie, le problème problème sanitaire de pollution dans les villes a été résolu en 20 ans. Donc, voilà. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est si on fait le parallèle sur la crise énergétique actuelle et la transition énergétique aujourd'hui, c'est pas le New York Times qui tire la sonnette d'alarme aujourd'hui, c'est le GIEC depuis des années. Et dans les solutions qu'on entreaperçoit, il y a la technologie digitale, il y a l'intelligence artificielle. Mais comme l'automobile, qui fait partie du problème des gaz à effet de serre, l'intelligence artificielle fait aussi partie de ce problème en étant très énergivore.
On peut passer, s'il te plaît, Michael, à la diapositive qui dresse les objectifs de la transition énergétique. Alors, on ne va pas s'étaler dessus, je pense que vous avez tous conscience de tous ces objectifs et des solutions qui peuvent être apportées par la technologie. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Amélie et Guillaume. Je reprendrai moi la parole plus tard pour présenter, comme on disait, des mises en pratique d'intelligence artificielle. Et donc, Amélie va nous présenter justement la prise de conscience de ce problème énergétique d'intelligence artificielle et puis quelques solutions qui sont à mettre en œuvre. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors effectivement, on pourrait parler en fait de la consommation énergétique du numérique au sens large, mais on va faire un petit focus sur l'IA, intelligence artificielle, parce qu'il y a toute une partie en fait cachée des calculs qu'on fait en IA, qui sont, comme tu l'as dit, très énergivores. Et pour faire un parallèle avec ce que tu viens de raconter sur la voiture, qui est la solution d'une petite crise, ou d'une crise, elle n'est pas petite, mais aussi le problème en générant des gaz à effet de serre, on va aussi pouvoir voir que l'intelligence artificielle est à la fois un problème dans la mesure où c'est un outil informatique qui consomme énormément d'énergie, mais que c'est aussi une opportunité parce que grâce à l'intelligence artificielle, on peut essayer de réfléchir à des solutions pour en économiser de l'énergie. Donc, comme pour beaucoup de problèmes de la vie, la question va être de savoir où mettre le curseur. Alors, on pourrait penser, enfin on pense de manière assez raisonnable que la question qu'on se pose sur la consommation énergétique de l'intelligence artificielle, c'est une préoccupation récente. C'est vrai. En tout cas, moi, je considère que c'est vrai parce qu'avant, on va dire, avant 2012, avant que le machine learning et le deep learning prennent un tel essor, donc pour poser 2-3 éléments de vocabulaire, le machine learning et le deep learning, en français, apprentissage machine et apprentissage profond, en l'occurrence, c'est des outils de l'intelligence artificielle dans lesquels on va entraîner des modèles à partir de vastes volumes de données. Donc pour reprendre le début de ma phrase, avant 2012, avant qu'on utilise massivement ces technologies, quand on faisait de l'intelligence artificielle, on faisait plutôt de l'intelligence artificielle symbolique. On utilisait des systèmes à base de règles et il était relativement facile de comprendre l'impact énergétique qu'avaient nos outils d'IA. Parce qu'en fait, ils étaient tangibles, on comprenait quelle était la taille de la base de données sur laquelle on travaillait, de la base de faits, de la base de règles, on comprenait les inférences. En général, on les faisait tourner sur notre propre ordinateur, donc on voyait bien le temps que ça prenait. Et donc, en fait, on comprenait assez clairement ce que l'IA consommait à cette époque-là. De la même façon, en fait, que quand vous regardez un cheval faire ses besoins, vous comprenez la quantité de crottin qu'il produit. Bah là, c'était pareil. Aujourd'hui, donc, depuis qu'on fait du machine learning, du deep learning, on a tendance à beaucoup utiliser des solutions, on va dire, délocalisées, soit des outils du cloud, soit parfois des architectures matérielles qu'on ne maîtrise pas forcément très bien. Et donc, on a plus de mal à se rendre compte de la consommation énergétique de l'IA. Alors, une des premières occasions qui s'est présentée où on s'est vraiment posé la question, c'est quand, en 2015, AlphaGo, donc un outil développé par le DeepMind donc aux États-Unis, racheté par Google. Donc AlphaGo a battu Licidol. Licidol, qui c'est le champion du monde de Go. C'était la personne dont on pensait à l'époque qu'elle était totalement imbattable. Et soudainement, donc Licidol perd dans une série de matchs contre un ordinateur qui utilise ce fameux outil, le deep learning, pour jouer au Go. Alors, je vous rappelle ou je vous apprends que jusque-là, on n'imaginait pas qu'une machine puisse jouer au Go, parce que le Go, si on réfléchit en termes de combinatoire de coups possibles, c'est un jeu extrêmement compliqué. On joue sur un goban d'une taille de 19 par 19, et donc le nombre de possibilités de coups à chaque instant est tellement grand qu'en général, on dit qu'il est supérieur au nombre d'atomes connus dans l'univers. Bref. Donc on se dit, bah, tiens, c'est incroyable. Et puis on commence à poser des questions qui piquent un peu,
en disant, certes, il y a un ordinateur qui a battu l'Icidol au Go, c'est très bien, mais qu'est-ce qui nous a coûté en termes énergétiques cet ordinateur? Parce que si on regarde la puissance nécessaire pour faire tourner AlphaGo, on lit des chiffres qui sont relativement stratosphériques. Donc, AlphaGo, à l'époque, hein, on parle de 2015, c'était plus de 1200 CPU, donc des processeurs d'ordinateur, plus de 176 GPU, des processeurs de cartes graphiques, ceux qui font augmenter votre facture d'électricité si vous avez des ados qui sont un peu gamers. Et puis, évidemment, tous les cerveaux des scientifiques qui ont servi à préparer AlphaGo. Et tout ça, il a fallu l'entraîner pendant plusieurs mois, à plusieurs reprises. Donc, ça consomme énormément. Alors qu'en face, l'Icidol, c'est juste un humain qui a un cerveau qui est cadencé à 50 Hz et qui consomme 20 watts-heure et qui boit, enfin 20 watts tout court, pardon, et qui boit juste un café pendant son match. Donc voilà, c'est une préoccupation qui est quand même relativement récente. Alors on va regarder un peu plus en détail. Michael, si tu peux passer à la suite. Donc les chercheurs en intelligence artificielle se sont rapidement emparés du sujet et se sont dit, c'est bien beau de faire des outils de machine learning et de deep learning qui sont capables d'avoir des performances pour les tâches pour lesquelles ils sont conçus, donc des tâches de classification, des tâches de reconnaissance d'objets dans des images, ou des tâches tout simplement de déplacement d'un robot dans un environnement. Donc c'est bien beau de faire des algorithmes qui sont hyper performants et qui améliorent de 1% leur taux de reconnaissance de vos emails spam ou pas spam, mais on va s'intéresser à d'autres indicateurs. Et notamment, on va s'intéresser aux indicateurs d'efficience de ces algorithmes. Donc, il y a un mouvement qui s'est lancé qui s'appelle Green AI, qui porte bien son nom, dans lequel plusieurs chercheurs ont expliqué qu'en fait, il était vraiment important pour plein de raisons, des raisons économiques, des raisons écologiques, des raisons éthiques et des raisons pédagogiques, de s'intéresser à la consommation énergétique des algorithmes d'intelligence artificielle. Ça a même donné lieu, donc comme vous le voyez ici, à un papier qu'on considère comme un papier séminal, je crois qu'il est juste après, Michael, voilà, dans lequel les auteurs proposent à la fois des outils et une méthodologie pour commencer à mesurer ce que coûte l'intelligence artificielle en nombre d'opérations, en espace mémoire, parce que la mémoire, ça coûte cher aussi, et puis globalement en efficience énergétique. Je pense que tu peux passer au slide suivant. Alors, ces initiatives qu'on trouve dans le monde de la recherche, on les trouve aussi dans plusieurs autres sphères. Par exemple, en France, c'est la notion de Green IT et plus spécifiquement de Green AI, donc d'IA verte. Elle est portée par plusieurs organismes. Par exemple, BPI a lancé une initiative qui s'appelle le COG vert, dans laquelle tout simplement on incite des entreprises à prendre position sur ce sujet. C'est-à-dire pas faire de l'IA juste pour faire du numérique, mais en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'IA. Pas faire de l'IA juste pour de l'IA, mais faire de l'IA en regardant les impacts éthiques, les impacts énergétiques de ce que l'on fait. Sur le slide suivant, vous voyez qu'on en reparlera certainement dans la suite, mais en ce moment en France, il se passe beaucoup de choses et notamment il y a un projet de loi qui s'appelle REEN pour réduire l'empreinte environnementale du numérique, qui est en cours de travail et qui propose tout un tas on va dire, d'outils, de solutions, de questionnements, de réflexions et puis d'obligations pour faire en sorte que le numérique au sens large, mais l'intelligence artificielle en fait partie, soit plus green, en tout cas plus écologiquement responsable. Voilà pour les initiatives. Alors, ces initiatives, on les retrouve aussi évidemment chez les GAFA. Les GAFA, c'est les géants du numérique, les Google, Amazon, Facebook, on devrait même dire les GAFAMI, mettre Microsoft et IBM dans l'histoire. Il y a les BATX qui sont leurs homologues côté chinois. Et tous ont forcément une initiative, on va dire, RSE au sens large, donc s'intéresse d'une manière ou d'une autre à faire des outils qui soient plus green, on va les appeler comme ça. Alors c'est certes une façon de s'acheter une conscience dans une certaine mesure, mais en fait, si on réfléchit un peu à ce que ça veut dire, c'est aussi un enjeu économique crucial.
parce qu'on a beau faire des machines de plus en plus performantes, avoir accès à de plus en plus de puissance de calcul, on est tous conscients qu'on s'approche dangereusement d'un mur et que ces composants sont disponibles en quantité limitée, que les ressources de calcul sont disponibles également en quantité limitée et que pour mille et une raisons, on a tous intérêt à faire des solutions qui soient plus frugales, plus économiques, évidemment à performance équivalente. Si je reviens 2 minutes sur le papier Green IT, le Green AI, pardon, dont on parlait tout à l'heure, c'est un des points forts du papier qui commence à dater quand même, mais déjà à l'époque, les auteurs criaient haut et fort que pour comparer raisonnablement deux solutions, deux algorithmes d'IA qui sont capables de résoudre un problème, il ne faut pas seulement comparer leur performance intrinsèque dans la tâche de résolution de problème, il faut aussi comparer leur efficacité, leur efficience en termes de puissance de calcul, en termes de nombre d'opérations, en termes de consommation énergétique. Pourquoi? Parce qu'à performance équivalente, il est évident que le produit dans lequel vous allez investir, c'est celui qui consomme le moins, pour mille et une raisons. Parce qu'il va être plus réactif, parce qu'il va être plus économique, parce que vous allez pouvoir l'embarquer dans des appareils plus petits, parce qu'il vous coûtera moins d'énergie, parce qu'il sera plus facile à maintenir. En fait, toutes les raisons argumentent en faveur de faire des algorithmes plus responsables. Alors, tout ce que je vous raconte là, c'est relativement intangible parce qu'en fait, on ne se rend pas compte en tant qu'humain, et même moi, en tant que spécialiste de l'IA, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte. On ne se rend pas compte de ce que c'est que la consommation énergétique d'un outil d'intelligence artificielle. Alors, il y a des chercheurs un peu partout qui ont fait des études, des diagrammes, des analyses que vous pourrez lire. On vous a mis dans les slides quelques références. Moi, j'aime bien ce schéma qui est certes très arbitraire et qui pourrait être discuté sur de nombreux critères, mais ce schéma, il analyse quoi? Il analyse les émissions en CO2 de plusieurs activités de notre vie courante, et en fait, il nous permet tout simplement d'avoir des ordres de grandeur. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Ben, on voit en fait ce que consomme, enfin ce que produit plus exactement une vie humaine, par exemple, par rapport à un voyage en avion entre New York et San Francisco avec un seul passager et sans cacahuètes. Donc on voit par exemple qu'en un an de vie, on produit autant de CO2 qu'une personne qui va de New York à San Francisco en avion. Alors on voit la différence qui me fait sourire à chaque fois entre la vie humaine moyenne et la vie américaine moyenne. Cette différence, elle nous fait prendre conscience de deux choses. D'abord, c'est que on va dire certains pays ont un niveau de vie bien plus élevé que d'autres, et donc en moyenne, un pays dit riche va avoir tendance à produire plus de CO2 qu'un pays pauvre. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et le deuxième facteur qui justifie cette différence et qui ne se voit pas forcément très bien, c'est que tout simplement, en fonction du pays dans lequel vous habitez et de la façon dont on produit l'énergie dans ce pays, est-ce qu'on utilise par exemple plus de charbon ou des énergies plus vertes, eh ben, notre impact CO2 va être différent. Et ça a un impact fort quand on fait de l'intelligence artificielle parce que, en fait, tout simplement, si vous faites tourner un algo de machine learning aux États-Unis, vous allez probablement produire beaucoup plus de CO2 que si vous le faites tourner sur un serveur hébergé en France. Voilà. Et donc, tout à droite du schéma, vous voyez l'entraînement d'un modèle d'IA. Alors, c'est un modèle moyen, on n'a pas pris ni le plus petit ni le plus gros, mais on voit en fait que, bien que ce soit intangible, parce que ça se passe quelque part dans le cloud en général, entraîner un modèle d'IA, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que de se balader en voiture ou de faire un trajet en avion. On va passer à la suite, Mickaël? Alors, je parle d'intangible depuis tout à l'heure. Je vais passer la parole à Guillaume qui va vous expliquer ça, mais juste pour assurer la transition, ce que je veux vraiment vous montrer dans ce schéma, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, parce qu'on a de plus en plus d'outils, on a de plus en plus de briques disponibles sur étagère, elle devient accessible, elle devient utilisable par de plus en plus de personnes, notamment des jeunes des étudiants, des primo-accédants à l'emploi, qui se découvrent des capacités à faire de l'intelligence artificielle en utilisant des outils comme par exemple TensorFlow.
Et comme tout ça se passe dans le cloud, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas, ou en tout cas très peu de métriques pour se rendre compte de ce qui se passe en termes de calcul, en termes de temps, en termes d'énergie consommée quand on appuie sur Run. Voilà, c'est ce que j'entendais par intangible. Je crois que je passe la parole à Guillaume à partir de maintenant. Tout à fait, Amélie. Merci Amélie. Donc pour rebondir sur ce que tu disais, nous, à notre petite échelle, c'est très compliqué de voire de mesurer ce qu'on consomme en CO2, en termes de pollution, que ce soit pollution de l'air, pollution des sols, pollution de ce qu'on achète. Et donc, l'IA nous permet justement à la fois d'être une solution et d'être un défaut. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas. On est actuellement, on est devant notre écran, on fait fonctionner un algorithme d'intelligence artificielle, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Tout est délocalisé dans le cloud, et donc toute l'électricité est consommée depuis des data centers qui sont à l'étranger, dont on ne connaît pas la source d'énergie, qui peut venir du nucléaire, qui peut venir de sources extrêmement carbonées. Et actuellement, beaucoup de chercheurs, du coup, se mettent à créer des outils, de multiples outils qui apparaissent un petit peu partout dans la littérature scientifique, sur Internet. Et ici, on peut, par exemple, vous donner un exemple d'un calculateur de CO2 par rapport à différents types de produits hardware, par rapport au nombre d'heures utilisées par rapport au cloud. Donc, par exemple, si j'utilise un algorithme d'intelligence artificielle pendant 12 heures sur un fournisseur cloud de Google, dans une certaine région donnée, puisque le mix énergétique de chaque région, voire de chaque pays, est extrêmement important, puisque certains pays sont très peu carbonés, comme la France, où on a à peu près 75% de nucléaire, ce qui est, bon, on peut dire une chance, même si le nucléaire a quand même ses défauts, d'avoir une énergie peu carbonée, ou d'autres pays comme la Chine, où le mix carbone sera beaucoup plus carboné. Et donc, ça nous permet d'être beaucoup plus tangible et d'effectuer des simulations par rapport à différents outils. La question essentielle est quel est l'objectif qu'on doit se fixer? Sur quel fonctionnement on doit se baser pour pouvoir atteindre la meilleure efficacité en termes d'intelligence artificielle au niveau énergétique? Eh bien, tout simplement, Dame Nature est bien faite, le cerveau humain, puisque le cerveau humain consomme tout simplement moins de 20 watts pour traiter toutes les informations qu'elle possède, c'est-à-dire la vue, le sens, les odeurs. Et le biomimétisme est un formidable espoir auquel les scientifiques sont actuellement sur la trajectoire de faire des recherches très poussées dessus, pour pouvoir justement s'inspirer du fonctionnement du cerveau humain afin d'optimiser au maximum nos algorithmes d'intelligence artificielle, puisque par exemple une puce neuromorphique, c'est, par exemple, vous avez les synapses et les différents neurones, et la communication entre ces différents neurones, c'est 10 fois plus efficace qu'un CPU d'un point de vue énergétique. Et donc c'est tout simplement un objectif qui est, on peut dire, compliqué à atteindre actuellement de notre point de vue, mais qui est vraiment un objectif qu'on peut se fixer dans le futur. Et bien sûr, il y a, comme dans le Green IT, de manière générale, contient l'effet rebond. Donc en fait, l'effet rebond, c'est tout simplement, on va réduire notre consommation de quelque chose, mais ce quelque chose, on va le compenser par autre chose. Tout simplement, par exemple, on va moins utiliser l'ordinateur, mais on va plus utiliser son téléphone portable. Ça peut être cet effet rebond est aussi à mettre du côté de l'intelligence artificielle, puisque l'IA a de plus en plus
de marché ouvert, c'est-à-dire par exemple pour tout ce qui est Internet des objets. Vous avez des capteurs un petit peu partout, dans les usines, dans les villes, dans les services publics. Et donc, sans problématique énergétique, où on va prendre le problème en globalité, on ne va pas pouvoir avoir une réduction globale des consommations énergétiques, puisqu'il y aura forcément, d'un côté, on va augmenter nos performances, on va réduire la consommation énergétique de nos algorithmes, et d'un autre côté, on va augmenter, les calculs, c'est-à-dire les données qui seront calculées sur nos data centers. Et donc, c'est problématique, et donc, il nous faut un référentiel global et vraiment spécifique à l'intelligence artificielle. D'où, dans le Green IT, la nécessaire sobriété numérique, qui est comme le Green IT, c'est-à-dire une éco-conception dès le départ. Donc, c'est-à-dire prendre seulement ce qui est utile et mettre ce qui est, on va dire, futile, c'est-à-dire ce qui n'est pas essentiel pour le but de base que l'on avait fixé, à côté. Donc, tout simplement au niveau marketing, au niveau des investissements. Et par-dessus, on peut aller vers une politique de label, de labellisation pour justement valoriser toutes les applications qui appliquent cette nécessaire sobriété dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, là d'où vient le principal souci, c'est comment on fait pour se rendre compte de notre impact. Il nous faut mesurer, c'est-à-dire tout simplement, Gandhi a dit que le meilleur exemple n'est pas de persuader, c'est le seul. Et Kelvin dit, lui, que nous ne soucions que de ce que nous mesurons. Alors, du coup, un projet a été effectué et a été lancé par l'Institut du numérique responsable, qui est une association liée au numérique responsable dont vous devez connaître l'existence, et a lancé un outil en octobre 2021, mars 2021, pardon, excusez-moi, dans le but de mesurer justement nos émissions de gaz à effet de serre au sein des entreprises. Le Winner 2021 avait comme principal but et objectif d'encourager les initiatives d'un numérique plus responsable. Le principal objectif qui était d'estimer l'empreinte et la performance des entreprises avec les différents critères de maturité numérique responsable et de partager les bonnes pratiques dans les différents secteurs, donc que ce soit l'informatique, que ce soit l'agroalimentaire, etc. Et où l'outil veut en venir pour justement aider au Green EAL. Eh bien, tout simplement, dans la déclinaison de l'outil Winner qui nous permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre des entreprises, qui est le Winner Plus. Comme je vous l'ai dit au départ, l'IA est à la fois une problématique et peut être une solution. C'est-à-dire qu'au sein de notre outil de mesure USI Winner, au sein de l'INR, on va faire appel à des algorithmes d'intelligence artificielle pour prédire, pour effectuer des modèles de prédiction pour ces entreprises, afin de les aider vers une décarbonisation de leur parc informatique. Et donc, on va utiliser l'intelligence artificielle pour permettre d'aider à résoudre la problématique de l'intelligence artificielle. Et pour en globaliser, c'est-à-dire actuellement, en termes d'enjeux, on est surtout sur les émissions de gaz à effet de serre, d'où le principal KPI qui a été utilisé, qui sont les CO2 et la performance énergétique, le changement climatique et la gestion des différents déchets électroniques qui sont entreposés, comme vous le savez, dans des décharges ouvertes, et le principal objectif dans le futur qui sera d'effectuer une démarche de mesure objective et comprendre les valeurs environnementales de l'IA et d'apporter tout simplement des réponses à ces mêmes problématiques.
Et je passe du coup la main à Emmanuel pour avoir une vue plus précise de ces mises en pratique dans le domaine, dans différents domaines. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup, Amélie. Emmanuel, effectivement, je te laisse reprendre la suite. Merci. Alors, je vais reprendre la parole pour vous présenter quelques mises en pratique de l'intelligence artificielle dans une démarche numérique responsable au sein d'Open Studio que je représente aujourd'hui. Alors, je présente juste rapidement Open Studio pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense qu'en Occitanie, on n'est pas forcément très connu. On est une entreprise à l'origine auvergnate. On est une centaine de collaborateurs. On a une quinzaine d'années d'existence. On est répartis sur l'Auvergne, l'Occitanie et Paris. On va dire Le Puy, Clermont, Toulouse, Lyon et Paris, voilà, pour être précis. Et on a une grosse, on fait du développement sur mesure. Et on a une partie de notre activité qui est dans un laboratoire de recherche et développement. Et on s'efforce d'intégrer depuis quelques années de l'intelligence artificielle. Et donc, je vais vous en présenter quelques exemples. Alors, pour bien situer en quoi j'appelle l'intelligence artificielle responsable, je vais vous situer un petit peu, nous, notre politique RSE, enfin notre politique numérique responsable. On est en pleine labellisation numérique responsable avec l'INR d'ailleurs en ce moment. Donc voilà les engagements que nous avons pris. Donc c'est notre politique RNE pour responsabilité numérique de l'entreprise. Donc la neutralité carbone, c'est exactement ce qu'expliquait Guillaume. On mesure notre impact carbone et on souhaite le rendre neutre en faisant de la compensation sur tout ce qu'on n'a pas réussi à réduire. Je vous les passe tous, hein. Enfin, c'est assez classique. Donc, on mène des actions sur ces 4 axes-là. Et je vais vous montrer dans notre politique RSE, je vais souligner les parties qui comportent de l'intelligence artificielle. En fait, il faut comprendre que nous, dans notre politique RSE, sur nos engagements de développement durable, quasiment dans chacun, on peut y placer du digital et dans certains, donc, de l'intelligence artificielle. Alors, je vais souligner rapidement là où il y a du digital. Santé et bien-être, donc qualité de vie au travail, ça va être sur le télétravail que le digital est apparu récemment, on va dire. Éducation de qualité. Alors ici, on va avoir de l'intelligence artificielle puisque nous avons des interventions, notamment à l'IPAC Business School de Paris, dans un executive MBA qui est né cette année, qui vient juste de démarrer là, en septembre. Un executive MBA transition énergétique et écologie. Notre intervention est sur l'intelligence artificielle et l'environnement. Voilà, donc ça fait référence à un livre blanc qu'on a cité juste après, voilà, sur cette slide précisément. Merci, Michael. Donc, voilà, intelligence artificielle et environnement. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur notre site où on essaie de dresser ce portrait des solutions que porte l'intelligence artificielle et en même temps de la problématique qu'elle transporte également. Alors ici, dans cette ODD innovation et infrastructure, il y a un point important qui fait partie de l'ADN d'Open Studio, qui est l'open source. Alors nous, on est acteurs de l'open source depuis de nombreuses années et on porte ce projet Telia Solution e-commerce, qui est voilà, une solution e-commerce en Symfony pour ceux qui connaissent un peu les techno web, qu'on porte depuis 2005, hein, donc qui a évolué depuis ces années, qui est toujours en open source. Et dernièrement, on a lancé Telia.ai. Donc l'intelligence artificielle sont des services d'intelligence artificielle qu'on va porter pour les e-commerçants qui utilisent Telia. Donc on va avoir de la recommandation produit, de l'A/B testing automatisé, enfin tout un tas
de services d'intelligence artificielle pour les e-commerçants. Voilà, après, je vois tous les logos, vous comprenez qu'on est engagé dans beaucoup d'associations et beaucoup autour du numérique responsable. Alors ici, je vais m'attarder un petit peu plus puisque c'est un projet qui sort de nos laboratoires R&D et qui est un projet d'intelligence artificielle qu'on a nommé Atlas des synergies productives. Alors on mène ce projet avec l'université Clermont-Auvergne et un des associés Open Studio est en train de faire une thèse sur ce sujet-là. Et donc, l'idée de ce projet, si tu peux passer à la diapo suivante, Michael, est née pendant le confinement en 2020, où on s'est rendu compte de la fragilité du système industriel, notamment en France, où on a eu des gros problèmes d'approvisionnement et on n'avait plus de masques, on n'avait plus de gel, enfin voilà. Et donc, l'industrie a dû s'adapter. Et on a vu à quel point elle pouvait être résiliente, pardon, je commence à bafouiller. Et donc, on s'est dit qu'une plateforme qui pouvait créer une cartographie du tissu industriel d'un territoire et qui permettrait de mettre en exergue les synergies entre les industries, ce serait quelque chose d'intéressant et pas uniquement au milieu d'une crise. C'est intéressant tout le temps en fait. Donc là, on voit les points qui nous ont fait donc sécuriser nos approvisionnements. J'ai pas fini de lire la chaîne de valeur industrielle, voilà, ou nouvelle préférence. Donc réindustrialiser un territoire ou créer des synergies avec une industrie déjà implantée. Alors là, tu peux passer à la suivante, Michael. Alors, ça nous a donné un système qui permet de visualiser un territoire d'industrie. Alors, ce système est basé par une modélisation d'Harvard qui, donc, à partir d'une base de données en open data et de données d'INSEE, qui permet de faire cette cartographie avec des liens entre les industries et la proximité des produits ou la proximité des industries qui sont proches géographiquement. Pardon. Et donc là, comme on voit, c'est un territoire, c'est je crois le territoire Rhône-Alpes-Auvergne. On voit des petits ronds colorés, des petits ronds grisés et des liens qui sont créés entre chaque industrie. Alors quand ils sont grisés, c'est que il n'y a pas l'industrie n'est pas implantée. Quand ils sont colorés, c'est qu'elle est implantée. Donc on voit que ici, entre chaque rang, il y a sur ce territoire, il y a des industries qui pourraient être représentées, mais qui ne le sont pas. On a fait exactement la même cartographie, mais d'un point de vue ressources humaines. Donc là, on va lister les besoins en métier et les manquements qu'il peut y avoir sur un territoire, avec les liaisons qu'il peut y avoir d'une industrie à l'autre. Voilà une autre vue. Alors là, c'est une vue cartographique qui est implantée sur une carte, alors que l'autre était une vue symbolique. C'est exactement la même chose. Et pour finir, la dernière vue, c'est une vue qui va nous permettre d'identifier des sauts productifs. Ce qu'on entend par saut productif, donc ici au milieu, par exemple, j'ai mon industrie, j'ai pointé une entreprise qui fabrique des produits d'emballage, des bouchons, et on va identifier des sauts productifs qui lui permettraient à elle de répondre à un besoin d'un industriel qui est proche de chez lui. Alors, quand ils sont en losange, c'est qu'ils ne sont pas fabriqués sur le territoire. Quand ils sont en rond, c'est qu'ils sont déjà fabriqués.
Le premier cercle au centre, c'est la proximité directe, et le deuxième, c'est une proximité un peu plus éloignée. Alors là, après, on a rajouté des critères. Sur cette vue, on ne les voit pas, mais on peut faire jouer avec des réglettes si on veut des produits avec plus d'avantages compétitifs ou plus de croissance économique, de résilience productive, etc. Des paramètres RSE qu'on peut intégrer dans notre recherche. Voilà, donc là, ça permet à un industriel, pardon, je termine, qui fabrique, par exemple ici, des bouchons, des couvercles. On va lui proposer d'aller fabriquer des tuyaux en changeant légèrement son outil productif et en lui disant qu'à côté de chez lui, il y a quelqu'un qui consomme des tuyaux et qui aujourd'hui va peut-être les acheter en Chine, alors que lui pourrait les lui fabriquer en modifiant son outil productif. Donc toute cette plateforme est basée sur des... Non, c'était bien la dernière diapo, s'il te plaît. Sont basées sur les recherches donc, pour la thèse d'Arnaud Pachot, donc qui ont donné ces deux publications qui ont été présentées à Amsterdam cette année, là, il y a quelques mois, et en Chine. Donc sur la recommandation multi-objectifs pour un système productif résilient. Et voilà, l'autre c'est quoi? Recommandation combinant la sémantique et la complexité des produits dans la résilience industrielle. Donc, ce sont des sujets très intéressants. Et encore une fois, alors là, c'est pas dans l'esprit open source, hein, mais c'est dans l'esprit scientifique, mais ça se rapproche quand même de l'open source. Voilà, il y a une publication scientifique qui est partagée avec les autres chercheurs qui sont sur ces sujets-là. Et voilà, l'idée, c'est de partager ces avancées scientifiques et voilà, d'essayer d'implanter ce système-là dans des territoires. Alors, pour terminer, deux sujets alors, qui sont sur la transition énergétique et sur l'intelligence artificielle, sur l'environnement, on va dire. Capitaine Carbone, c'est un site de contenu que nous avons initié qui parle des gaz à effet de serre et de la compensation carbone. Donc, c'est un site d'information, de contenu. Et à terme, on aimerait arriver à faire un comparateur de compensation carbone. Voilà, pour aider les entreprises qui sont dans cette démarche-là à faire leur choix et à les guider dans ce choix-là. Et le dernier projet, ici, on a un peu d'intelligence artificielle aussi. C'est un projet pour lutter contre le péril des abeilles, hein, qui actuellement, enfin, voilà, qui est sans cesse en diminution. On souhaite mener, on a lancé ce projet et on est en train de monter un fonds de dotation pour appeler un peu les gens à venir parrainer des abeilles, en tout cas des ruches. Et l'idée, c'est de faire une ruche connectée, donc avec plusieurs capteurs de vibration, de son, de température et peut-être des caméras, et qui permettront de détecter le plus tôt possible des parasites ou des attaques de nuisibles, de frelons, ou ceux qui connaissent un peu les problématiques des ruches, et d'alerter rapidement au plus tôt l'apiculteur pour qu'il puisse intervenir. Voilà, donc ça c'est un projet qu'on aime bien sur la biodiversité et l'environnement. Et donc pour terminer, j'ai choisi moi une citation de Vincent Courboulé qui redit à chose sur, effectivement, pour bien résoudre, les problèmes, il faut bien les connaître, il faut les mesurer. Donc voilà, ça reboucle avec le message de Guillaume. Merci beaucoup, Emmanuel. Je me permets de conclure, on va dire, cette session avec Amélie, Guillaume et Emmanuel, avant bien entendu de passer sur le volet questions-réponses, tout simplement en vous reposant la question de départ, la question de l'atelier, afin que vous puissiez nous en apporter une petite phrase de conclusion, ça sera super. L'IA, donc, est-elle compatible avec le numérique responsable et durable?
N'hésitez pas, Amélie, Guillaume. Alors, si tu veux ma réponse à cette question, c'est oui, en théorie, non en pratique. Mais tout le monde sait, On a encore du chemin à faire. Ça. si on pouvait, on irait vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout va bien. Les gens qui font de l'IA, moi la première, hein, on a tendance à faire en sorte que les choses fonctionnent et après, on se pose la question de les faire fonctionner efficacement. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de se poser cette question après, il faut le faire dès le début. Et donc, faire de l'IA responsable by design, pardon, ce qui n'est pas forcément évident. Je pense que Guillaume l'a très bien dit quand il a parlé d'inspiration biologique. En fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est tant au niveau des algorithmes que du support matériel, améliorer notre façon de travailler pour tendre vers une consommation énergétique beaucoup plus faible à opération équivalente et donc faire de l'IA responsable. Merci pour ce mot de la fin, Mehdi. Alors, je vois déjà qu'il y a une première question qui est arrivée dans l'onglet questions-réponses. Je me permets en même temps d'arrêter la présentation. Je vous remercie également, chers participants, pour votre écoute et je vous invite donc à nous remonter vos questions directement dans l'onglet Q&R. Est-ce que je te laisse peut-être la poser, Cassandra ? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, première question, le coût de l'entraînement est rapporté sur un an, mais on ne passe pas un an à entraîner une IA. Et l'entraînement et l'usage ne sont pas symétriques. L'usage du modèle est souvent moins coûteux. Point d'interrogation. Je ne pense pas être assez spécialiste pour répondre, donc je laisse Amélie. Peut-être que Guillaume me répondre aussi parce qu'il s'intéresse au sujet, mais alors je vais commencer par la deuxième partie de la question. Effectivement, la partie qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire à partir du moment où on utilise un modèle entraîné, c'est en général beaucoup moins coûteux que la partie entraînement. Ça reste néanmoins coûteux hein, parce que c'est aller poser une question à un modèle et donc il y a de l'échange de données, il y a du trafic réseau en général. Donc l'inférence reste coûteuse. Après, je ne sais pas, quand la personne pose la question de le coût est rapporté sur un an, je ne sais pas si ça fait référence au schéma qu'on a montré, qui est un schéma arbitraire, parce que on ne sait pas trop de quel modèle d'IA on parle. Aujourd'hui, entraîner un petit classifieur à reconnaître du spam, du pas spam, ça coûte quasiment rien. C'est des algos qu'on maîtrise bien et qu'on sait implémenter de manière très efficace. Si on prend un exemple à l'opposé du spectre, comme par exemple GPT-3, qui est le modèle de langage très très connu et qui fait parler de lui en ce moment de OpenAI, on parle de terras de modèles. En termes de volume de données, c'est des choses qu'on j'arrive même pas moi à concevoir. Et pour aboutir à un modèle de langage efficace qui permet de faire de la génération automatique de texte, on parle de mois, voire d'années de recherche, donc de réentraînement de ce même terra de modèles. Donc là, on est sur des consommations énergétiques qu'on a même du mal à chiffrer tout simplement. Merci Amélie. Je ne sais pas si Emmanuel ou Guillaume, vous aviez des compléments à cette question. Je pense que non. Il y avait d'autres questions dans le chat. Au début de la présentation, c'était plutôt des rappels qui étaient partagés dans la conversation, notamment qu'aujourd'hui, c'est un objectif de 2 tonnes de CO2 équivalent. Pour les habitants en France, on est à 11, donc comme tu l'avais présenté dans le schéma, Amélie. Des petits outils également pour se mesurer avec le site Nos Gestes Climat, qui permet de voir sur quelle échelle on se trouve en termes d'émissions en tonnes de CO2. C'est très intuitif et ça permet aussi de voir un petit peu ce que ça peut représenter. Sur les questions suivantes, on demandait quel est le coût énergétique de l'IA qui mesure le coût énergétique des autres IA. C'est un peu circulaire, c'est-à-dire on va utiliser les technologies actuelles pour essayer de compenser les défauts des technologies que l'on a actuellement en fait. Donc en fait, on va tout simplement utiliser les moyens qu'on a à notre portée
afin de proposer des solutions aux problèmes que l'on a actuellement. J'aimais beaucoup l'introduction de Emmanuel sur justement le crottin de cheval, parce qu'en fait, on voit pas la solution. On va utiliser, à cette époque-là, on essayait de trouver des solutions avec les moyens actuels qu'on avait à l'époque. Et en fait, l'automobile est venue tout chambouler. Et donc, c'est aussi un petit peu ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on utilise les moyens actuels qu'on a, mais on ne sait pas si demain, on trouvera quelque chose qui sera beaucoup mieux et beaucoup moins polluant et beaucoup moins énergivore. Mais c'est l'évolution, voilà, on utilise ce qu'on a à notre portée. Affaire à suivre, en effet. Je me permets d'enchaîner peut-être sur la question issue de l'onglet Q&A. Pour la petite parenthèse, n'oubliez pas de bien poser vos questions dessus, elles seront un petit peu plus simples à traiter pour nous. Une question donc de Yvan Laurin, des conseils sur comment éco-développer des modèles tout en atteignant des performances correctes. Pardon, je n'avais pas désactivé mon micro. Le meilleur conseil, alors encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, mais le premier conseil qui me vient à l'esprit, c'est de réfléchir avant d'agir. Quand on parle de machine learning, de deep learning en particulier, ce qui coûte extrêmement cher en termes de conso, c'est la partie entraînement. Donc l'idée, c'est de minimiser le nombre d'entraînements nécessaires. Alors on ne peut pas le ramener à un seul, hein, parce que si on savait exactement comment construire son modèle et avec quelles données l'entraîner, on ferait sûrement fortune. Et donc il y a toute une étape itérative qui est nécessaire pour ajuster les paramètres, pour tout un tas de choses. Mais l'idée, c'est de se poser les bonnes questions pour essayer de minimiser le nombre d'entraînements. Donc, réfléchir avant d'agir, ça a l'air très simple quand on le dit comme ça, mais ça passe par des choses très concrètes et pragmatiques. Par exemple, vérifier qu'on a un bon dataset, ne pas entraîner juste pour voir ce que ça donne sur un dataset tout pourri, parce que de toute façon, on sait très bien ce qui va se passer si le dataset est mauvais. Ça passe aussi par appliquer quelques astuces toutes simples, par exemple pour réduire le volume de données sur lequel on travaille en se débarrassant de tout ce dont on sait que ça n'aura pas d'impact dans le modèle entraîné. Ça passe par réutiliser un maximum des modèles déjà existants. Par exemple, quand on fait de la reconnaissance d'objets dans les images, on peut partir de modèles existants et les enrichir, les spécifier pour les appliquer à nos propres problèmes. Donc en fait, tout ça, c'est tout un tas de bonnes pratiques qui sont de plus en plus connues dans la communauté du machine learning et du deep learning. Il y a des ouvrages sur la question, il y a des webinaires, des conférences où on vous donne des trucs et astuces pour travailler efficacement. Juste pour la petite anecdote, en réponse à cette question, il y a quelques années, dans une des plus grosses conférences scientifiques sur le machine learning, il y a un chercheur relativement connu qui a fait une conférence sur le fait que les gens qui faisaient du deep learning étaient des alchimistes et qu'il serait grand temps qu'ils redeviennent des scientifiques. Et donc, il a expliqué par A plus B que ça allait bien de faire joujou avec le machine learning et le deep learning, mais d'essayer comme ça de tourner les potards pour voir ce qui se passait. Mais que si on voulait vraiment faire du machine learning efficace, désormais, il fallait en faire une science. Et donc, dans la communauté scientifique, ça a vraiment pris. Reste à transférer ça vers l'écosystème industriel. Il y a vraiment cette démarche de rationaliser la façon dont on travaille. Merci beaucoup, Amélie. On a une autre question. Réduire le coût énergétique n'implique-t-il pas d'effet rebond? Comment être sûr que rendre le run plus accessible et moins coûteux ne le démocratise pas? Messieurs, vous voulez peut-être réagir? Mais c'est une excellente question. Non? Bon, alors du coup, je vais y répondre aussi, mais je ne voudrais surtout pas avoir l'air de monopoliser le micro. Non, mais en fait, c'est tout à fait vrai, et c'est ce qui se passe. Rendre l'IA plus accessible, on le voit avec les outils comme TensorFlow, TensorFlow.js pour faire du machine learning dans le navigateur. Ça fait qu'aujourd'hui, n'importe quel étudiant dans n'importe quelle école
peut faire un TP machine learning, deep learning, entraîner un Pac-Man à reconnaître les mouvements de la tête devant la caméra. Et donc, fatalement, hein, réduire la consommation énergétique et démocratiser les algos multiplie leur utilisation. Donc, on revient à la question du serpent qui se mord la queue. Moi, je le vois du côté optimiste, parce que souvent, je me dis que si on le voit du côté pessimiste, c'est pas la peine de se lever demain matin. Du côté optimiste, je me dis que le fait d'avoir réduit la consommation énergétique des outils qu'on met sur les étagères, c'est toujours ça de gagner. J'ai pas de meilleure réponse, malheureusement. C'est déjà un bout de réponse, c'est bien. Merci beaucoup, Amélie. Il y a peut-être juste une dernière question qui était dans le chat par rapport à la présentation d'Emmanuel, c'était le lien avec l'innovation numérique responsable quand tu parlais d'IA au sein d'Open Studio. Peut-être juste une précision, je pense, au travers, c'est ce qui était demandé au travers de la question. Oui, alors je n'ai pas bien compris la question. Après, je pense que j'ai déroulé un petit peu tout ce qu'on fait en innovation et pourquoi on le fait et comment on intègre le numérique responsable dans notre innovation. Donc, c'est notre baseline, hein, c'est notre slogan sous le titre Open Studio. Donc après, non, je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter là-dessus. Je pensais que je pense que la question est arrivée au tout début de la présentation, peut-être. Donc, à la première slide. Et j'ai expliqué le lien, il me semble, sur les slides d'après. Je pense aussi. Sinon, il n'y avait pas d'autres questions dans le chat et il me semble que dans l'onglet Q&R, on avait fait le tour. Je vous ai un peu fatigué sur cette fin de journée avec tous les contenus que vous avez pu entendre de qualité, j'imagine, aujourd'hui sur cette 7e édition. N'hésitez pas, il nous reste encore une petite minute ou deux, donc autant profiter d'avoir autant Amélie que Guillaume qu'Emmanuel pour répondre à vos questions sur les liens justement entre Green IT et intelligence artificielle. Font-ils bon ménage? Pour reformuler un petit peu la question. Donc n'hésitez pas encore. Le cas échéant, sinon nous n'aurons pas de rendre l'antenne si effectivement il n'y a pas d'autres témoignages ou questions ou souhaits d'en savoir plus. Je vais juste peut-être un complément, Michael. Je t'en prie. Pour l'accès au replay des ateliers, si vous n'avez pas pu participer aux 2 autres ateliers qui se déroulaient en même temps que celui-ci, et ce qui comprend aussi celui-ci, le replay sera disponible donc sur le site de The Green IT Day, donc le site dédié également sur la chaîne YouTube dédiée à l'événement. Voilà. Effectivement, merci pour ces précisions. Bon, eh bien, je crois que nous pouvons rendre l'antenne, tout simplement. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci pour ces questions et surtout, merci beaucoup à Amélie Cordier, à Guillaume Bourgeois et à Emmanuel Murid. C'est vraiment la fin de journée, donc je bafouille pour vos témoignages, retours d'expérience et tout ce que vous avez pu nous apporter. Et également, merci beaucoup, Cassandra, pour cette co-animation. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toutes et tous et je ne vais pas tarder à couper tout ça. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.